Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier après-midi. Il était à Monrovia au Libéria à l'invitation de la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf pour prendre part à la cérémonie solennelle d'hommage organisée en son honneur. Plus de détails dans quelques instants. 12 pays africains s'engagent pour réduire les risques de transmission du VIH et de la tuberculose chez les consommateurs de drogues injectables. Les représentants de ces pays se sont réunis ici à Abidjan. Et puis, 8 personnes sont mortes hier samedi soir à Dakar dans un mouvement de foule survenu à la suite d'échauffourées entre supporters dans le stade où se déroulait la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir M. Bamba Adama, président de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, nous allons parler de la filière anacarde et savoir comment se porte justement cette filière. M. Bamba Adama, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout de suite pour les échanges. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier après-midi. Il était à Monrovia au Libéria à l'invitation de la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf pour prendre part à la cérémonie solennelle d'hommage organisée en son honneur, au cours de laquelle il a été élevé au grade de chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable des pionniers de la République du Libéria, la plus haute distinction du pays. À travers cette distinction décernée aux personnalités et un rendu de services exceptionnels au Libéria dans les domaines des relations internationales, des arts et des sciences. La République sœur du Libéria et le peuple libérien entendent saluer le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, sa gouvernance à la tête de la Côte d'Ivoire, mais également sa contribution au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Nous écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais d'abord, avant toute chose, dire grand merci à Madame la Présidente, Ellen Johnson Sirleaf, qui a bien voulu nous inviter pour cette cérémonie exceptionnelle, importante, et lui dire que nous sommes venus à cette invitation avec beaucoup de plaisir. Madame la Présidente est une femme remarquable, un chef d'État que nous admirons beaucoup, qui a beaucoup fait pour le Libéria, mais également pour la sous-région et bien évidemment pour le continent. Alors cette décoration, je l'accepte bien évidemment et c'était une très belle cérémonie. C'était un moment de grande émotion d'avoir été élevé au rang de la plus haute distinction de la République du Libéria, qui est quand même le premier État donc africain. Et je dis que je l'acceptais au nom, bien sûr, de la Côte d'Ivoire, du gouvernement et du peuple ivoirien, et que les liens entre le Libéria et la Côte d'Ivoire sont des liens très anciens, qui datent de bien avant nous, le président Tubman et ensuite le président Tolbert avec le président Félix Houphouët-Boigny. Les deux pays ont noué des relations très fortes, et malheureusement, ils ont connu la guerre qui a créé beaucoup de dégâts au Libéria et nous avons reçu pratiquement un demi-million de réfugiés libériens en Côte d'Ivoire et malheureusement quelques années après c'était à notre tour. Nous avons eu cette situation donc de crise qui a amené la Côte d'Ivoire à connaître également des réfugiés ivoiriens dans les pays voisins, notamment au Libéria, où à un moment nous avions plus de 250 000 Ivoiriens qui y étaient. Bon, maintenant nous sommes à moins de 12 000, 11 000. C'est déjà 12 000 personnes de trop qui devraient rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais dire que ceci veut dire que les deux pays ont connu des difficultés, mais les liens entre les populations n'ont jamais changé. C'est des liens d'hospitalité, des liens de générosité. Et je voudrais dire à Madame la Présidente toute notre gratitude
parce que depuis que je suis à la tête de la Côte d'Ivoire, elle m'a toujours accueilli avec beaucoup de gentillesse. Elle a toujours prêté une oreille attentive aux problèmes que nous avons eus, le traitement des réfugiés, la coopération entre nous au plan de la sous-région, au plan du continent, et dire que nous avons également entrepris beaucoup de coopération dans les domaines économiques. Dans le domaine, par exemple, de l'électricité, nous fournissons l'électricité maintenant au Libéria. Nous avons également évolué dans le domaine des infrastructures. Nous avons la route Toulouse frontière Libéria qui est en construction bientôt et nous avons promis que nous allons entamer la route d'Anané frontière Libéria et bien sûr d'autres projets, par exemple le pont sur la rivière Cavali et ainsi de suite. Et nos points de vue diplomatiques sont totalement convergents. Et je dois vous dire que, comme elle l'a souligné, en fait, ma relation avec le Libéria ne date pas d'aujourd'hui. Ça date déjà quand j'étais directeur Afrique. Je suis venu dans ce pays à plusieurs occasions et ensuite directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Et quand j'étais Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, c'était malheureusement la période de crise dans ce beau pays et nous avons eu à travailler avec les Libériens. Je voudrais donc, en terminant, dire à quel point je suis ému et au nom de la délégation qui m'accompagne, je voudrais vous dire, madame, à nouveau, grand merci. Merci en tout cas pour votre gentillesse, pour votre disponibilité, pour la confiance que vous nous faites. Et le Libéria et la Côte d'Ivoire sont le même pays. Nous sommes des frères, des sœurs et je souhaite que cette coopération se renforce. Voilà, c'était juste un extrait de l'intervention du président de la République Alassane Ouattara. Avec plus de détails, revenons sur cette cérémonie d'hommage avec Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République Alassane Ouattara fait chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable de la chevalerie des pionniers au Libéria. Il s'agit de la plus haute distinction de la République libérienne. À travers cette distinction, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, entend reconnaître au chef de l'État ivoirien les retombées de ses actions de développement et surtout d'intégration aussi bien dans la sous-région, sur le continent que dans le monde. Le président de la République ivoirienne s'est dit heureux et fier d'être élevé à ce grade par la présidente Ellen Johnson Sirleaf qui a décidé ainsi de lui rendre hommage. Je voudrais d'abord dire grand merci à Madame la Présidente Ellen Johnson Sirleaf qui a bien voulu nous inviter pour cette cérémonie exceptionnelle, importante, et lui dire que nous sommes venus à cette invitation avec beaucoup de plaisir. Madame la Présidente est une femme remarquable, un chef d'État que nous admirons beaucoup, qui a beaucoup fait pour le Libéria, mais également pour la sous-région et bien évidemment pour le continent. Alors cette décoration, je l'accepte bien évidemment au nom bien sûr de la Côte d'Ivoire, du gouvernement et du peuple ivoirien, et que les liens entre le Libéria et la Côte d'Ivoire sont des liens très anciens, qui datent de bien avant nous, le président Tubman et ensuite le président Tolbert avec le président Félix Houphouët-Boigny. Les deux pays ont noué des relations très fortes. Je voudrais donc, en terminant, dire à quel point je suis ému et au nom de la délégation qui m'accompagne, je voudrais vous dire, madame, à nouveau, grand merci. Merci en tout cas pour votre gentillesse, pour votre disponibilité, pour la confiance que vous nous faites. Outre cette cérémonie d'hommage empreinte de joie et d'émotion, le président Alassane Ouattara et son homologue libérien ont prononcé un point presse sur les relations excellentes et exemplaires entre les deux pays. Point presse consécutif à une rencontre d'échanges bilatéraux élargie aux délégations respectives, après que le président ivoirien a signé dans le livre d'or de la présidence libérienne. Mais bien avant, c'est en triomphe que le président Alassane Ouattara a été accueilli à son arrivée, à sa descente d'avion par la présidente libérienne à l'aéroport de Monrovia, où il a eu les honneurs militaires.
Jérôme Kofi Abolin, suite aux événements survenus dans la nuit du 14 au 15 juillet ici en Côte d'Ivoire, l'état-major des armées a réagi. Les décisions ont été prises. Nous écoutons le porte-parole des armées, le colonel Boubacar Sako. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017, quelques soldats indélicats ont cru devoir exprimer des récriminations en se servant de leurs armes dans la commune d'Abobo et dans la ville de Korogo. Dans la commune d'Abobo, ils ont perpétré des actes de violence envers des agents des forces de l'ordre en service au poste de contrôle de Ndotré et effectué des tirs en l'air dans la zone de la société Agripac. Dans la ville de Korogo, d'autres militaires ont effectué des tirs en l'air autour de la caserne du 4e bataillon d'infanterie. Les forces de défense et de sécurité sont intervenues immédiatement pour mettre fin à ces agissements. Au cours de l'intervention, plusieurs militaires ont été interpellés et mis aux arrêts. Une enquête est en cours pour rechercher tous ceux qui sont impliqués dans ces actes et situer les responsabilités des uns et des autres. Ces événements déplorables ont entraîné le bilan suivant. Abobo, 3 interpellés. Korogo, 3 morts, 3 blessés, 3 interpellés. Les blessés sont pris en charge par le service médical des armées. Le chef d'état-major général des armées appelle toutes les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et les informe que les auteurs de tels actes seront purement et simplement radiés des effectifs et mis à la disposition de la justice. Ainsi, à compter de ce jour, du 15 juillet 2017, sont radiés des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire les éléments suivants. Caporal Fanny Amidou, matricule 002 09 43 96 du 4e bataillon d'infanterie. Caporal Konaté Yanoua, matricule 002 09 45 47 du 4e bataillon d'infanterie. Caporal Traoré Abdoulaye, matricule 002 09 49 95 du 4e bataillon d'infanterie. Le chef d'état-major général des armées informe les populations que la situation est calme. Elles peuvent vaquer librement à leurs occupations. Pour le général de division Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, le porte-parole. Autre information, les douanes ivoiriennes avaient reçu le 6 juillet dernier le prix panafricain du service public. La remise officielle de ce prix au directeur général des douanes ivoiriennes par le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a eu lieu vendredi dernier. C'était en présence d'Astou Touré. Une remise de prix des mains du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Pascal Abinan Kwaku. Il s'agit du prix panafricain du service public dans la catégorie innovation et amélioration de la qualité du service public. Un prix remporté par la Direction générale des douanes ivoiriennes lors de la dernière session du Conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative CAFRAD le 6 juillet dernier au Maroc. C'est au terme d'une compétition qui a mis aux prises plusieurs administrations issues de divers pays que la douane ivoirienne a été distinguée. C'était le 6 juillet dernier à Rabat au Maroc. Il s'agit d'une consécration de la reconnaissance d'un travail acharné et assidu. Le programme dénommé Système de management qualité intégrée, intelligence économique et gestion de risque, SMKIER, est un projet novateur qui leur a valu cette distinction. Le projet d'implémentation a été institué en 2013 et répondait à un besoin de modernisation, de facilitation, de simplification de nos procédures douanières, lesquels besoins étaient liés aux exigences et aux impératifs du commerce international. Heureux d'avoir porté le projet vainqueur, Abinan Kwaku Pascal s'est dit satisfait du travail accompli. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie pour inviter l'ensemble des administrations publiques ivoiriennes à maintenir le cap de la modernisation en vue de permettre à la Côte d'Ivoire de glaner à chaque édition du prix panafricain du service public des lauriers en matière de modernisation
de l'administration. Rappelons que ce prix succède à celui remporté par la direction de la modernisation de l'administration l'année dernière au CAFRAD, toujours au Maroc. Considéré comme un bon qualitatif de la fonction publique ivoirienne, ce prix a par ailleurs été dédié au ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Abdourahmane Cissé. Astou Touré, le gouvernement ivoirien a procédé vendredi au lancement du système de cadastre minier rénové. Objectif, vulgariser auprès des opérateurs du secteur ce nouvel outil. Lanciné Mbakayeko pour RTI 1. Le cadastre minier est le service qui gère les titres et les parcelles du secteur. Son rôle, collecter et vérifier les demandes de permis, enregistrer les mises à jour des titres et surtout assurer la conformité aux obligations de versement des droits liés à l'activité. Avec ce nouveau système de cadastre minier électronique, la modernisation de l'activité est en marche et la transparence garantie. C'est un outil qui permet d'enregistrer de manière exhaustive l'ensemble des titres miniers et les autorisations avec les détails relatifs à leur propriété, à leur emplacement précis, à leur dimension et à leur valeur individuelle. Ce nouveau système, avec son application web équipée de serveurs, va permettre d'améliorer la gouvernance du secteur et placer l'activité au cœur du projet global de création de richesses voulu par les plus hautes autorités de Côte d'Ivoire. Les services opérationnels promettent de faire bon usage du logiciel. Avec ce nouvel outil, nous prenons donc le pari ensemble de continuer à mieux servir l'administration des mines en offrant les meilleurs services à tous nos usagers que sont les opérateurs miniers représentés ici et toute autre entité intéressée par l'activité minière. Pour une meilleure efficacité, le nouveau système exige une plus grande réactivité des agents, notamment dans la mise à jour des données et le respect des procédures par les opérateurs. Nous sommes vraiment heureux de savoir qu'à partir de maintenant, il y aura une certaine célérité au niveau de l'administration minière dans le traitement, l'attribution des permis miniers, et nous l'avions souhaité, et aujourd'hui ce système est en place. Aujourd'hui, l'industrie minière ivoirienne représente 6 600 emplois. Quant aux revenus générés, ils plafonnent à près de 500 milliards de francs CFA. Lanciné Bakayoko, deuxième grand titre de cette édition. 12 pays africains s'engagent pour réduire les risques de transmission du VIH et de la tuberculose chez les consommateurs de drogues injectables. Les représentants de ces pays se sont réunis ici à Abidjan. Franck Kwadjo pour plus de détails. La consommation de drogues injectables, un véritable problème dans la lutte contre le sida et la tuberculose. Selon les chiffres de l'ONUDC, sur les 1 778 500 consommateurs de drogue par injection en Afrique subsaharienne, 221 000 sont infectés par le VIH. Des chiffres alarmants qui peuvent tout de même être maîtrisés. C'est l'objectif de cette réunion, ici à Abidjan, entre les acteurs issus des CCM, des coordinations de subventions du Fonds mondial venus de 12 pays d'Afrique. C'est une population vulnérable chez qui la prévalence est élevée. Et nous devons agir de sorte à briser la transmission. Et donc, pour éviter que ces personnes-là se contaminent entre elles, mais également contaminent leurs conjoints, qui eux aussi vont propager à d'autres personnes. À l'issue de l'atelier, nous souhaitons qu'au retour au niveau de chaque pays, que les CCM puissent appuyer les acteurs, notamment les acteurs communautaires, pour l'élaboration de stratégies, de politiques, pour intégrer la réduction des risques au niveau des notes conceptuelles du Fonds mondial et des plans stratégiques des pays. Politique et gouvernance, facilitation de l'accès aux services de santé, autant de termes développés à cette réunion, une initiative salutaire pour les pouvoirs publics et pour les acteurs communautaires. Nous pensons que cet atelier régional vient avec les activités innovantes qui ont été définies, vient pour appuyer les pays dans la lutte contre ces pathologies-là. C'est pourquoi le ministère est très content. Cette cible n'était pas encore prise en compte dans nos notes conceptuelles. Donc pour nous, c'est une opportunité d'apporter un plus, de meubler notre demande de financement sur la thématique. Cet atelier est dit de renforcement des capacités des CCM en réduction de risques chez les consommateurs de drogues injectables. Il est une initiative du PARECO et a réuni pendant 3 jours les acteurs communautaires et leurs partenaires.
Les grandes rencontres du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, c'est un rendez-vous d'échange, on en parle maintenant. Dramana Aïdara, le directeur pays de l'Organisation internationale du travail, a été reçu à ce rendez-vous. Il est intervenu sur le thème l'agenda du travail décent et la problématique de l'emploi des jeunes. Pour lui, les pays africains doivent adopter une nouvelle politique du travail pour résorber la question de l'emploi des jeunes. Gabriel Zadi. Le CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, veut suggérer au gouvernement des propositions innovantes sur la question de l'emploi des jeunes. L'institution a invité Dramana Aïdara, le directeur pays de l'Organisation internationale du travail, pour le compte de quelques pays de la sous-région, à une conférence sur les sujets. À l'ouverture de la tribune d'échange, Charles Kofi Dibi, le président du CESEC, a tenu à relever l'importance du débat sur l'emploi des jeunes. L'une des problématiques qui se pose comme un défi, dont la recherche de solutions fait l'objet de diverses rencontres internationales aujourd'hui, est la question de la jeunesse. C'est pourquoi nous avons proposé que la première conférence prévue à l'occasion des grandes rencontres de notre institution aborde cette problématique, notamment sous l'angle de l'agenda du travail décent et la problématique de l'emploi des jeunes. Dénommée les grandes rencontres du CESEC, cette tribune abordera les sujets d'actualité comme celui de l'emploi des jeunes et ses corollaires que sont le chômage, le sous-emploi, l'entrepreneuriat informel, la non-accessibilité au crédit. Et c'est à cette question pendante de l'emploi des jeunes que le CESEC veut apporter des réponses. L'expert de l'OIT a fait des propositions. Il est temps de changer aujourd'hui de paradigme dans la définition de nos politiques économiques et de nos politiques sociales et de resserrer de toute urgence le lien entre les questions économiques et aussi les politiques sociales. Je pense que c'est extrêmement important. L'entrepreneuriat des jeunes, qui est aussi une dimension importante, permet à des jeunes qui n'ont pas pu s'insérer à travers l'emploi salarié de pouvoir développer leurs propres affaires et de pouvoir s'insérer à leur propre compte. Ajouter à cela un climat des affaires et donner un élan à l'éducation, à la formation professionnelle et continue. Les grandes rencontres seront donc un réceptacle de propositions pour le CESEC. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes du Service civique a organisé une cérémonie de lancement du programme destiné aux personnes sans emploi dont l'âge varie entre 40 et 50 ans. Objectif, les aider à exercer une activité génératrice de revenus. Chris Diomandier, Serge Collier. Koumassi, quartier Recasement. C'est ici que vit depuis 15 ans Ferdinand. À 42 ans, ce père de 4 enfants est au chômage. Il a perdu espoir à cause de son âge avancé. En désespoir de cause, ce titulaire d'un BEPC, brevet d'études de premier cycle obtenu en 1989, a mis une croix sur les concours de la fonction publique. Pour joindre les deux bouts, il est obligé d'aider son ami vendeur de médicaments. J'ai passé plusieurs concours depuis 2001 et celui-là, tout n'a pas marché. Je n'ai rien, en tout cas, pratiquement. Je n'ai rien sur moi. J'ai une famille, une maison à louer, une famille à nourrir. Comme lui, ils sont nombreux les personnes âgées de 40 à 50 ans, sans emploi, menant une vie difficile. La situation qu'on vit là, on voudrait qu'elle s'améliore un tout petit peu, mais c'est compliqué. On a déposé des dossiers un peu partout, mais sans suite favorable. Donc on est là et on vit au jour, on espère un jour que ça va aller, mais chaque jour qui passe, la situation est un peu plus difficile. Cet appel a été entendu par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Désormais, un programme d'insertion des seniors est mis en place en vue de favoriser leur insertion dans le tissu socio-économique. Nous avons constaté que les personnes qui sont inscrites au niveau de l'agence emploi jeunes, certains d'entre eux font leur parcours de recherche d'insertion et au bout d'un certain nombre de temps, ils passent l'âge de 40 ans et ils ne bénéficient pas d'opportunités d'insertion. Et donc nous avons pensé développer ce dispositif à l'effet de leur trouver cette opportunité d'insertion au-delà de l'âge de 40 ans, de sorte à ce qu'ils puissent être soutenus
dans leur insertion à travers les financements de projets. La seule modalité, il faut s'inscrire sur le site de l'agence Emploi Jeune, www.emploijeune.ci. Ce sont au total 300 personnes dites seniors dont l'âge varie entre 40 et 50 ans qui bénéficieront de ce programme dans le secteur agricole, le secteur du commerce, de l'élevage, de la pêche et bien d'autres activités. 17 millions de francs CFA ont été dégagés par une structure financière pour mener à bien ce projet. Le Conseil régional de Lamé œuvre pour le bien-être de ses populations. Près de 5 milliards de francs CFA ont été investis en moins de 4 ans par ce Conseil régional en faveur de ces populations. Et c'est là dans plusieurs secteurs d'activité, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Électrification, assainissement, santé, éducation, hydraulique villageoise, reprofilage des routes, sécurité, agriculture, élevage sont entre autres les secteurs dans lesquels le Conseil régional de Lamé a investi au cours de ces 4 dernières années. Ainsi, plus de 10 collèges de proximité ont été construits, 3 centres de santé et dispensaires réhabilités et équipés, 4 brigades de gendarmerie réhabilitées et équipées. Comme on le voit, c'est un bilan positif qui a été présenté à la population par le Conseil régional de Lamé au cours de sa 2e session ordinaire tenue à Alépé. Plus de 5 milliards de francs CFA ont donc été investis pour améliorer les conditions de vie des populations selon le Conseil régional de Lamé. En marge de cette session, le Conseil a procédé à la remise de clés de plusieurs infrastructures aux populations, notamment 3 salles de classe à Abié dans la sous-préfecture de Yakasémé ainsi qu'à Montezo. Un lot de matériel composé de lits d'hospitalisation et de matériel de bureau aux sapeurs-pompiers civils du centre de secours d'urgence de la région de Lamé. Allez, toute autre chose, le ministre des Sports et Loisirs, François Amicha, a rencontré les équipes qui représenteront la Côte d'Ivoire au 8e jeu de la francophonie ici à Abidjan. Le ministre est allé les encourager pour qu'elles portent très haut le drapeau ivoirien. Cathy Touré. S'enquérir de l'état d'esprit des athlètes qui représenteront la Côte d'Ivoire au prochain jeu de la francophonie et surtout apporter le soutien et le message d'espoir de l'État ivoirien. Tel est le but de la visite du ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amichia, aux équipes nationales. Une tournée de 2 jours qui démarre au Kangalieni, QG des judokas. Je crois qu'ils sont conscients qu'ils représentent un grand espoir pour la nation ivoirienne, pour leur sport. Et la Fédération ivoirienne de judo est une fédération qui nous a valu des satisfactions. Ils savent qu'ils en sont les héritiers et ils doivent perpétuer cette tradition. À la Sodemi, les pongistes ont également eu le plaisir de rencontrer la tutelle. La première journée s'est achevée au forum de l'université de Cocody avec les basketteuses, championnes en titre de la compétition. Un défi difficile à relever pour les vainqueurs de la 7e édition, remaniés à 90%, mais pas impossible selon les joueuses et les encadreurs. Le lendemain, ce sont les lutteurs qui reçoivent le ministre à l'INJS, le village olympique. Les équipes de coureurs et celles des Paralympiques n'ont pas été oubliées. La tournée du ministre s'est achevée au parc des sports de Treichville avec les cyclistes. Depuis le début de l'année civile et de l'année sportive, ces fédérations ont concocté un programme d'entraînement pour permettre à leurs athlètes d'être prêts pour ces Jeux de la francophonie. Et nous avons tenu également à faire cette tournée pour dire à nos athlètes que le peuple ivoirien attend beaucoup d'eux. Voilà, pendant 10 jours, à partir de vendredi prochain, Abidjan va vivre au rythme des 8e Jeux de la francophonie avec des compétitions sportives et culturelles. La retransmission aux millions de téléspectateurs est au cœur de l'événement. Victoria Angwa. Jeunesse, sport et art sur une même scène. La solidarité francophone va se vivre à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017 grâce à 4000 athlètes et artistes issus de 84 États et gouvernements de l'espace francophone. Un grand coup pour la Côte d'Ivoire qui a déployé énormément d'efforts pour garantir le succès des Jeux. Les Jeux de la francophonie sont plus importants que plusieurs manifestations sportives mondialement reconnues. De 500 millions de téléspectateurs annoncés, l'on parle maintenant de 500 millions de foyers.
À chaque édition, on franchit une nouvelle étape et donc à cette édition, nous allons franchir une nouvelle étape en termes d'audience et en termes de qualité. Donc à Nice, nous avions fait 250 millions de téléspectateurs. Là, nous allons doubler cette audience. Alors non seulement une énorme audience, mais également en termes de qualité, nous allons également avoir des images en haute définition. C'est la RTI qui va produire un signal international qui est composé donc de 60 heures de programme. Manifestation à la fois festive, jeune, populaire et d'un haut niveau sportif et artistique. Elle comprend des concours culturels, des compétitions sportives, des concours de création, des cérémonies et des animations périphériques. Une manifestation aux retombées immenses. C'est des retombées médiatiques énormes. Il y a toutes les télévisions du monde qui vont pouvoir prendre ces images gratuitement parce qu'on a mis en place un dispositif avec l'UER Eurovision, donc qui va avec une réservation satellitaire sur les 5 continents. Donc ça veut dire que n'importe quelle chaîne du monde pourra reprendre ces images. Le pari de la mobilisation est le dernier exercice pour le Comité national des Jeux de la francophonie CNJF, étant entendu que celui des infrastructures se passe de commentaires. Elles sont aux normes internationales. Autre titre de cette édition, 8 personnes sont mortes hier samedi soir à Dakar dans un mouvement de foule survenu à la suite d'échauffourées entre supporters dans le stade où se déroulait la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football. Plus de 60 personnes ont été également blessées dans la bousculade. Elles ont été évacuées vers des hôpitaux de la capitale sénégalaise. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir M. Bamba Adama, président de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, nous allons parler de la filière anacarde et savoir comment se porte cette filière. Mais en attendant, sachez que la Côte d'Ivoire veut booster la production de l'anacarde. Le programme national de recherche sur l'anacarde désormais mis sur orbite, et il couvre la période 2018-2028 et va coûter plus de 9 milliards de francs CFA à notre pays. Noël Gagnon. Ces 10 personnalités, toutes actrices de l'économie de l'anacarde, dirigeants du conseil coton anacarde, universitaires, chercheurs et autres, décident à travers la signature de ce mémorandum de booster cette économie. Tenez, de 19 000 tonnes de cajou en 1990, la production est passée à plus de 700 000 tonnes en 2016, faisant de la Côte d'Ivoire le premier pays producteur au monde. Ces avantages comparatifs ne doivent pas cacher les contraintes liées à la culture de l'anacardier, l'arbre qui produit l'anacarde. Du point de vue de la production, le verger actuel est composé de plants non sélectionnés, provenant de diverses origines, avec des caractéristiques agronomiques et technologiques hétérogènes, entraînant un faible niveau de rendement, dont 500 kg hectare contre au moins 1000 kg à l'hectare en Inde et au Brésil. Or, il faut garantir la durabilité de la filière anacarde, améliorer la productivité et le revenu des producteurs. Comment corriger ces facteurs plombants et intensifier la production? Une seule opportunité s'offre au pouvoir public. La recherche avec une exigence fondamentale, prendre en compte les aspects de la recherche verticale et horizontale. Sur le plan vertical, c'est tout simplement pour dire qu'il faut faire en sorte que la recherche, par exemple, quand on prend du sol, évidemment, il y a des chercheurs au niveau de la qualité des sols, les fertilisations et tout. Mais en même temps, il y a aussi la recherche au niveau de l'amélioration variétale. Coût du programme, plus de 8 milliards de francs CFA. Il couvre la période 2018-2028. 23 chercheurs des universités de Côte d'Ivoire et instituts de recherche sont mis à contribution avec pour finalité doubler la production d'ici à 2030, la transformer et valoriser ces sous-produits. Monsieur Adama Bamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se porte la filière anacarde? La filière anacarde se porte très bien et je dirais même qu'elle a de bonnes perspectives. Elle se porte très bien. Alors, vous êtes le président de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire. Comment est organisée cette fédération? Et vous êtes à la tête. Quand il y a une fédération, il y a des associations, il y a des coopératives. Comment est-ce que vous êtes organisé? Merci beaucoup. La Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire est une fédération qui est très bien organisée depuis la base. Et cette organisation a été faite... Depuis la base, nous avons nos OPA,
nos coopératives de base. Et d'après les coopératives de base, nous sommes allés en union de coopératives. Et c'est les unions de coopératives qui se sont mises ensemble pour former la fédération. Aujourd'hui, cette fédération regroupe les unions des 19 zones productives d'Anacad de Côte d'Ivoire. Et cette fédération regroupe en son sein 100 délégués et 21 délégués régionaux. Au niveau du conseil d'administration, nous sommes 12. Et les 12 membres du conseil d'administration représentent en elles-mêmes les 12 régions productrices d'Anacad de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est une fédération qui est exclusive, comme nous l'a demandé notre parrain. Tout à fait. Et c'est avec ces coopératives et ces associations que vous organisez la filière Anacad. Quel est le prix du kilogramme du cajou actuellement? Effectivement, la filière Anacad est très bien organisée. Nous avons l'appui de l'autorité qui est le Conseil Coton Anacad qui nous soutient dans toutes nos actions. Et le prix fixé cette année, Beauchamp, était de 440 francs planchers. Mais avec le dynamisme du marché international de l'amande de cajou, nous avons vu ces prix augmenter et doubler. Et aujourd'hui, là où je vous parle, le prix Beauchamp est monté jusqu'à 900 voire 950 francs le kilo. Très bien. Alors, est-ce que la production a baissé cette année par rapport aux années passées? Non, vous savez, il y a 25 ans de cela, la Côte d'Ivoire ne faisait que 20 000 tonnes de noix de cajou. Aujourd'hui, en 2016, nous sommes arrivés à 700 000 tonnes. Il faut comprendre qu'il y a eu un dynamisme grâce au travail de l'État de Côte d'Ivoire, à la réforme agricole initiée par le président de la République et encouragée par le Premier ministre, qui est d'ailleurs même notre parrain. Il nous a exhortés à toujours travailler. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui je remercie beaucoup, qui nous a offert déjà notre siège, tout ça. Il faut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial en matière de noix brutes. Et nous, au niveau de la fédération, notre objectif, c'est de travailler à la qualité. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons pu relever le défi de la quantité. Aujourd'hui, notre objectif, avec les braves producteurs que nous avons dans toutes les zones de production, nous sommes en train de travailler sur le défi de la qualité. Défi de la quantité relevé, défi de la qualité, c'est pour bientôt. Quelle est la plus grande région productrice d'Anacad? Actuellement, nous avons deux régions. Il y a la région de Mankono et la région de Bontoukou. Bontoukou? Oui, Bontoukou, nous avons d'excellents producteurs, tels que Théophile. D'accord, donc Bontoukou et Mankono. Alors, vous avez parlé du Premier ministre, du Président de la République, d'assistance. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces autorités pour booster, n'est-ce pas, ce secteur d'activité? En fait, ce que nous attendons de ces autorités-là, la tutelle, aujourd'hui le ministère de l'Agriculture, qui est dirigé par Sangafoua, a fait beaucoup aussi pour cette filière. Mais nous attendons toujours plus. Vous savez, en tant que producteurs, nous sommes, comme on le dirait, le maillon le plus faible de cette chaîne-là. Mais nous, notre objectif, c'est d'avoir une chaîne de valeur où tous les acteurs se retrouvent et peuvent discuter. C'est vrai que l'État, par son rôle régalien, en train de mettre des structures sur place pour contrôler, développer cette filière. Mais nous pensons que ce développement doit se faire aussi avec les acteurs. Oui, mais au sein déjà de votre fédération, vous pouvez vous organiser. Bien sûr, nous sommes organisés au sein de la fédération. Et nous avons fait des tournées de sensibilisation pour sensibiliser tous nos producteurs et avec le concours de tous les producteurs de Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis comme ça, la fédération compte aujourd'hui près de 300 000 personnes, de producteurs, femmes et hommes. Et aujourd'hui, cette organisation va aller au-delà même de la production. Voilà pourquoi nous avons essayé au niveau de la fédération d'approcher les autres collèges, parce qu'au niveau de l'Anacad, nous avons 4 collèges. Le collège des producteurs, le collège des exportateurs, le collège des transformateurs et celui des commerçants. Aujourd'hui, nous avons mis en place une plateforme pour pouvoir regrouper tous ces acteurs-là pour parler de la filière. Justement, de transformation, nous allons en parler. Une chose est de produire, autre chose est de pouvoir transformer ces produits et c'est plus rentable pour vous, les producteurs. Oui, bien sûr. Nous avons compris cela et ça a été l'une des leitmotifs même du gouvernement qui nous a encouragés dans ce sens. Et en tant que fédération, moi je vous dis tout à l'heure que nous avons fait des missions en dehors même de la Côte d'Ivoire, essayer de trouver des partenaires techniques pour nous aider à mettre en place des unités de transformation. Aujourd'hui, l'Anacad peut être un deuxième sursaut économique pour la Côte d'Ivoire parce que l'Anacad est le pilier qui vient juste après le cacao.
Et nous sommes en train de voir, en tant que producteurs, comment arriver à cette transformation-là. C'est dans ce sens que nous avons fait des missions sur l'Italie et sur la Russie pour pouvoir avoir des partenaires pour nous aider à la transformation. Et je pense que ça va bientôt se faire parce que nous avons des accords. Oui, justement, au niveau de l'ANACAD, rien ne se perd, tout se consomme. Rien ne se perd. Vous pouvez en profiter. Oui, bien sûr, bien sûr. En tant que producteur, nous voulons en profiter. Et là même, nous sommes en train de voir comment intéresser la jeunesse à la culture de l'ANACAD. Parce que, en fait, la culture de l'ANACAD peut être associée à d'autres cultures. Peut être associée à d'autres cultures. C'est dans ce sens que nous avons approché les Russes pour leur demander de nous aider à aller dans ce sens. Et tenez-vous bien, même au niveau de l'ANACAD, la coque peut être utilisée pour faire de l'électricité. C'est-à-dire que les usines que nous allons mettre en place déjà seront autonomes parce qu'elles pourront déjà s'autosuffire en matière d'électricité. Et cette électricité aussi pourra servir à nos producteurs qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas accès à l'électricité. Voilà. Au niveau des producteurs, il y a des vieux plans. Et les ingénieurs agricoles demandent souvent aux producteurs de pouvoir éclairer les plantations. De quoi s'agit-il exactement? Oui, en fait, nous nous sommes rendus compte que, vous savez, au début des années passées, l'anacadier était utilisé comme frein à l'érosion. Donc il y a eu des semis, il y a eu des plantations qui ont été faites où les distances n'ont pas été respectées. Donc aujourd'hui, avec l'évolution de ces plantations-là, il y a d'autres arbres qui mettent de l'ombre sur certaines plantes qui n'arrivent pas à produire. Donc, nous, quand nous avons vu les chercheurs, ils nous ont demandé d'éclairer les plantations, enlever les vieilles plantes. Et nous pensons que nous allons le faire. Mais au-delà de ça, nous sommes en train de voir comment les demander, parce que toutes ces superficies qui sera sans plantes, de voir quelles sont les plantes que nous pouvons associer pour ne pas que ces superficies-là soient laissées là vides. C'est-à-dire associer à la culture de l'anacate d'autres spéculations, même si c'est le maraîcher, pour pouvoir combler ce vide-là. Voilà. Alors, quand on veut être producteur d'anacade, combien de temps, quelle est la durée pour pouvoir récolter le fruit de ces efforts? Bon, aujourd'hui, de 9 mois. Oui, à partir de 9 mois, mais avec les nouvelles technologies, les plantes améliorées, je pense que ce délai va être raccourci. Voilà, parce que nous sommes en train de voir aussi comment il faut trouver des variétés plus rentables qui peuvent produire un peu plus vite, comme le cacao Mercedes par exemple. Très bien. Voilà. Alors, nous sommes premiers producteurs d'anacade dans le monde entier. On veut aller à la transformation, mais les Ivoiriens ne consomment pas ce produit. Qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de votre fédération? Effectivement, l'anacade n'est pas consommée par les Ivoiriens parce qu'ils ne savent pas et parce que nous ne transformons pas. Parce que la noix brute que nous faisons, nous la vendons. Voilà pourquoi nous sommes en train de tout faire pour arriver à cette transformation-là, qui va servir non seulement à connaître l'amande d'anacade, qui est très bien pour la consommation, qui a plusieurs vertus, et même la pomme, tout ça. C'est l'un de nos objectifs aussi de le faire consommer par les Ivoiriens. À l'image du cacao, les Ivoiriens ne consomment pas le cacao. Mais nous, comme nous sommes une jeune association, et la filière aussi elle est très jeune, je pense qu'avec le temps, nous allons arriver à intéresser les Ivoiriens à la consommation de l'anacade. Alors, qu'en est-il de la jeunesse ivoirienne? Est-ce que les jeunes Ivoiriens peuvent s'intéresser véritablement à ce secteur d'activité? Est-ce qu'il est porteur? Bien sûr, il est porteur. Et je vous assure que peut-être dans les 5 années à venir, l'anacade sera plus porteur que le cacao. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'anacade peut être cultivée presque partout en Côte d'Ivoire. Nous avons encore des surfaces cultivables d'anacade, à peu près 65% qui ne sont pas encore mis en valeur. Et encore, nous bénéficions aujourd'hui de l'assistance de l'État qui a mis à notre disposition la recherche. Vous avez parlé tout à l'heure du PNRA, qui est le Programme national de recherche de l'anacadier. C'est une chance pour nous, parce que c'est une jeune filière qui bénéficie déjà de ces atouts-là. Et je pense qu'avec cette révalorisation, nous allons aller de l'avant et nous allons booster cette filière. Moi, je pense que d'ici 5 ans, la Côte d'Ivoire va dépasser les 1 500 000 de tonnes d'anacade. Vous pouvez rencontrer le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et des jeunes du service civique. Il se bat pour l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, pour lutter contre le chômage. Vous le rencontrez, et lui parler de ce secteur d'activité. Effectivement, nous pensons que ce secteur d'activité peut être un secteur où les jeunes peuvent vraiment bien être intégrés. Et il faut le dire aujourd'hui, l'agriculture nourrit son homme.
Aujourd'hui même, nous ne parlons plus de producteurs, mais nous parlons d'exploitants agricoles. Parce que les techniques qui sont mises en place nous permettent aujourd'hui de voyager, de subvenir à nos besoins grâce à nos plantations. Et l'État a pris conscience de cela. Nous, ça nous fait mal quand nous voyons les jeunes aller mourir sur l'eau, alors que nous avons plein de choses à faire ici. Et ça, c'est l'une des priorités de la fédération, faire en sorte que les jeunes puissent s'intéresser à la culture de l'anacarde. Voilà pourquoi nous, en tant que fédération, nous ne sommes pas fermés du tout. Nous ne sommes pas fermés et notre message, c'est de dire aux jeunes que nous avons du travail pour eux. Voilà. Et c'est dit et bien dit, même très bien dit. C'est la fin de ce magazine. Monsieur Bamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.